Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vais faire un 2 en 1 pour vous avec Feu d'Homme. Feu d'Homme, c'est un gros jeu, comme vous allez le constater dans les prochaines minutes. Et c'est pourquoi je veux faire un 2 en 1, c'est-à-dire que dans les premières minutes de cette vidéo, je vais en faire un déballage, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les composantes et tout ça. Et dans la seconde partie de la vidéo, je vais faire un semblant de mise en place et je vais vous expliquer les grandes lignes du jeu en quelques minutes afin de vous donner un aperçu, un avant-goût de ce que le jeu propose, parce que selon moi, ce jeu propose toute une expérience. On regarde ça. L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Alors, Feu d'Homme ou Few d'Homme, si vous préférez avec l'accent anglais, est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée approximative, selon la boîte, de 80 à 180 minutes. Et selon ce que je connais du jeu, je peux déjà vous avertir, vous mettre en garde que la durée de l'expérience de jeu va probablement plus s'approcher du 180 minutes que du 80. Mais bon, alors, comme je vous le disais, je veux qu'on ouvre la boîte ensemble, qu'on regarde les composantes, mais je veux pas que ça soit un déballage seulement de on regarde du carton, on regarde du bois. Je veux vous donner quelques informations sur le jeu au fur et à mesure qu'on regarde ce qui s'y trouve dans cette grosse boîte. Alors seulement pour vous donner un aspect comparatif de la grosseur de la boîte, j'ai ici celle de Pandémie Legacy. Alors on remarque qu'elle est un peu plus grande sur les côtés, sur le devant, en termes d'épaisseur aussi, un peu plus épaisse. Alors c'est quand même une bonne grosse boîte, bien remplie, pour laquelle vous devrez trouver une place dans votre bibliothèque. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que la boîte est grosse que les composantes à l'intérieur sont extrêmement nombreuses. Vous allez voir, dès qu'on ouvre la boîte, pourquoi celle-ci est aussi grande, aussi large. Alors, on commence immédiatement par retirer cette pellicule de plastique qui vient gâcher le look. Tellement attirant, tellement incroyable. Ce jeu-là, oui, m'attirait par ses mécanismes, par sa profondeur, mais le visuel du jeu, mes amis, est à couper le souffle. Moi, j'aime cet univers qui a l'air tellement à rappeler un peu Max et les Maxi-Monstres, si vous connaissez cet univers, où un de mes amis à moi aime plutôt le comparer à l'univers de Marguerite et la Bête féroce, si vous êtes familier plutôt avec cet univers, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Il y en a qui vont dire, ça a l'air enfantin, peut-être, mais franchement, vous allez voir, ne serait-ce que par le plateau, c'est une œuvre d'art. Alors sans plus attendre, on ouvre cette grosse boîte. Et d'ailleurs, ceux qui ont les extensions, eh bien chaque boîte d'extension va ajouter, si on met toutes les boîtes les unes à côté des autres, le paysage en prolongeant ici le château, les montagnes par là. Alors ça ajoute une petite touche unique si on veut. À l'intérieur de cette immense boîte, on retrouve 3 livrets de règles. Pourquoi 3? C'est simple, un pour chaque langage qui sont inclus dans la boîte. Alors on a français, allemand, si je ne m'abuse, et anglais. Alors ce qui nous intéresse, c'est le livret en français. Dans certains jeux, les règles en français sont plus ou moins bien traduites et on doit souvent se référer à celles qui sont écrites en anglais, et ça, je trouve ça dommage. Alors, j'ai bien hâte de voir si la traduction est efficace dans ce livret de règles qui a 24 pages au total. Alors, ce que j'aime bien à première vue, c'est que ça semble assez aéré, pas vraiment aéré, mais bien illustré. Des images qui ne sont pas nécessairement là parce qu'ils ont rapport là, avec les explications, mais ça ajoute quelque chose qui est pas lourd. On dirait que ça facilite la lecture. J'ai l'impression de lire un roman plutôt que de me taper une page de dictionnaire, si on veut. Alors, ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air assez complet. Beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations. Super.
Alors, côté règles, ça a l'air assez... Oh, ça c'est intéressant aussi. À la fin du livret de règles, on a une fable. Alors, c'est l'histoire, en fait, c'est l'univers dans Feudum qui nous est décrit juste ici, avec les différents personnages, leur rôle, et la fable continue dans chacune des boîtes d'expansion. Alors, probablement que vous n'allez pas acheter les extensions uniquement pour savoir comment la fable se termine, mais c'est quand même une bonne petite attention de voir cette histoire qui se poursuit d'une boîte à l'autre. Alors super pour les règles, j'ai bien hâte de regarder si elles ont bien été traduites. Par la suite, on retrouve... Non, détrompez-vous, ce ne sont pas des plateaux de jeu individuels, ce sont des aides-mémoire. Alors, nous avons, et ça c'est une belle attention, 3 aides-mémoire, chacun dans une langue différente. Alors, nous avons ici celui qui est en français, avec les différentes cartes actions que nous pourrons utiliser à notre tour. Et de l'autre côté, on retrouve les différentes actions qu'on peut faire, les guildes, et... est-ce que c'est ça les guildes? Laissez-moi regarder. Ah oui, c'est ça. Alors, les actions qu'on peut effectuer dans chacune des 6 guildes. Alors, il y a quand même... Je vous le cacherai pas, c'est un jeu qui est assez lourd, qui regroupe beaucoup d'actions et chacune de ces actions-là va enclencher une bonne dose d'étapes par la suite d'interactions. Alors, il faut être un joueur averti pour se lancer dans cette aventure et cette aventure commence d'ailleurs avec le déballage de la boîte. On a ici les pièces d'argent qui pourront être utilisées pour diverses actions, les poches qui vont être distribuées à chaque joueur. Alors, c'est un jeu pour 5 joueurs, une poche de chaque couleur. Et les poches de mémoire, à quoi elles servent? C'est qu'au début de leur tour, dans la phase de planification, les joueurs peuvent placer un certain type de ressources sur celle-ci. Je crois que c'est du salpêtre pour effectuer, par exemple, une 5e action exceptionnellement. Alors, ceux qui ont la version Kickstarter ont peut-être pris la version Deluxe pour remplacer les petites pièces de carton par des pièces métalliques qui, soit dit en passant, sont incroyablement belles, comme le reste de tout ce jeu. On a ici encore des tuiles d'une épaisseur, mes amis, assez incroyable. Nous avons les moyens de transport parce que dans l'univers de Feudum, on peut se déplacer à cheval ou à pied, mais certaines zones sont simplement accessibles par la voie des airs, alors des dirigeables par la voie des mers avec des bateaux, ou parfois on doit remonter le courant des rapides et on ne peut faire cela qu'à bord d'un sous-marin. On a aussi les tuiles qui vont représenter les différentes époques. Alors, Feudum se joue sur une durée totale de 5 époques, la 5e étant le décompte final. Et c'est aussi ces tuiles qui vont nous aider à placer des territoires, des terrains particuliers sur le plateau central. Alors, on voit ici des forêts, des montagnes, des vallons, des vallées, toutes sortes de territoires qu'on va pouvoir placer. C'est aussi ces tuiles-là qui vont nous déterminer lorsqu'une époque se termine. Nous avons les jetons qui représentent les différents territoires que nous pouvons coloniser ou s'approprier, devenir le roi de ces territoires-là. Nous avons les avant-postes, les fermes, les villes et nous avons aussi les fameux feudums. Nous avons ici les perles du rosaire, qui sont pas vraiment une ressource, mais qui sont un bien très précieux qui pourront être acquises via l'une des guildes, je ne me souviens plus exactement laquelle, et nous avons des petites cibles. Et franchement, leur utilisation m'échappe complètement. Je ne me souviens pas avoir vu ça dans mes recherches que j'ai fait au cours des dernières semaines, mais ça va rapidement me revenir. Alors, quand même, un peu de carton à diviser avant de me lancer dans la première aventure. Wow! Je vous avertis, la prochaine pièce, c'est la pièce de résistance. C'est un chef-d'œuvre. Et je crois que, simplement pour cette raison, nous allons la garder pour le dessert. Alors, il s'agit du plateau central
alors là, présentement, on ne voit qu'un quart de ce plateau. Vous vous doutez bien que c'est la raison pour laquelle la boîte doit être aussi grande pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Alors, on déplie ça une fois qu'on aura terminé de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Nous avons juste ici un paquet de cartes qui est scellé. Ça, c'est mon pire ennemi. Les emballages de cartes. Ok, je devrais m'en tirer pas si mal cette fois-ci. Ah! Et voilà. Nous avons les cartes actions. Alors, si j'en prends quelques-unes, alors là, la façon qu'elles ont été divisées, j'ai les cartes des joueurs roses et des joueurs rouges. Mais si je prends quelques cartes des joueurs rouges, ce sont les cartes actions. Au début de chaque tour, les joueurs vont avoir les 11 mêmes cartes en main. Chaque carte représente une action différente et ils devront en sélectionner 4 de façon simultanée et secrète. Les cartes qu'ils vont sélectionner représentent les actions qu'ils vont effectuer lors de leur tour à tour de rôle. Alors, si un joueur, parmi les 11 cartes auxquelles il a toujours accès, sélectionne ces 4 cartes-là, eh bien, ça représente les 4 actions qu'il pourra effectuer. Par exemple, nous avons ici le déplacement, alors qui va probablement nous servir à nous déplacer sur la carte. Nous avons l'action de taxe. Alors, par exemple, les territoires qu'on aura acquis, dont on sera le dirigeant, on peut récupérer de l'argent pour les villes qu'on dirige. L'action d'amélioration, alors on peut améliorer un avant-poste en ferme, une ferme en ville, une ville en feu d'homme. J'essaie de vous montrer, mais l'éclairage ne veut pas collaborer. On a certaines cartes, certaines actions qui nous permettent d'effectuer une deuxième fois une carte que nous avons déjà jouée. Et dans le bas de plusieurs cartes, vous remarquez, si la caméra veut collaborer, on remarque un petit coin juste ici, qui représente une action alternative, une action améliorée, avancée si on veut, qu'on pourra effectuer parfois à la place et parfois de mémoire en plus. Pour cela, il y aura certainement certaines ressources qu'on devra défausser, dans ce cas-ci du bois. Dans ce cas-ci, il faut absolument que l'action soit effectuée par un chevalier, et etc., etc. Alors, plusieurs actions. À la fin de chaque tour, on récupère toutes nos cartes et on peut sélectionner à nouveau parmi nos 11 actions disponibles. Alors, ça fait plusieurs actions, là, franchement. Nous avons aussi les cartes grises comme celle-ci. Ce sont en fait les faveurs du roi. Alors, un peu comme des objectifs ou des pouvoirs que nous pouvons utiliser lorsqu'on peut en récupérer. Parfois, ce sera effectivement des pouvoirs que nous allons pouvoir utiliser qui vont faciliter nos déplacements sur la carte. Et d'autres fois, ce sera alors des objectifs. On devra obtenir le sceau du roi pour valider ceux-ci. Par exemple, juste ici, prendre possession de certains emplacements sur la carte. Alors, on a un bon paquet, juste ici, de cartes à démêler. Ce sera le défi numéro 2. Ça, comment dirais-je, la seconde raison pour laquelle ce jeu-là est un chef-d'œuvre, mis à part le plateau central, ce sont des monstres. Les monstres qui sont, ça paraît pas comme ça, là, mais une fois qu'on les prend dans nos mains, on a ce sentiment, là, ce sont des monstres qui sont taillés dans le bois, qui sont pré-peints, ils sont lourds, c'est pas du petit plastique ou quoi que ce soit cheap, non, c'est vraiment des sculptures de bois qui sont incroyables, les détails, ils ont été incurvés. Franchement, c'est hallucinant le détail. On va voir s'ils tiennent debout au moins. Ok, moi je suis convaincu. On peut commencer à jouer. Alors franchement, les monstres qui vont être en fait pas des recrues, mais à quelque part, peut-être un peu, oui, on va pouvoir aller les recruter, les récupérer, obtenir leur faveur pour qu'ils puissent défendre nos territoires ou attaquer les territoires des autres. Nous avons ici le havre-sac. Alors, c'est un sac dans lequel nous allons placer toutes les ressources du jeu qui se trouvent
dans cet immense sac juste ici. Alors, les ressources du jeu, on a le fer, on a le salpêtre, nous avons la nourriture. Alors, on a tout simplement des petits cubes en bois. La nourriture, nous avons le bois. Et finalement, quelque part dans les profondeurs de ce sac sans fin, nous avons le soufre. Alors, chacune de ces ressources va avoir une utilité qui lui est propre. Par exemple, la nourriture va nous permettre de nourrir nos pions. Alors, nos pions représentent nos hommes de main, les hommes qui se déplacent sur le plateau pour effectuer notre sale besogne. Alors, ça a la forme de dés, comme vous voyez juste ici, mais ce n'est pas vraiment des dés. Alors, on ne les roule pas pour savoir quelles sont les utilités, les personnages qu'on peut utiliser. Ces cubes représentent des personnages, vont commencer près de votre emplacement personnel, et lorsque vous allez placer un premier personnage sur le plateau, vous pourrez décider lequel parmi les 6 vous voulez qu'il incarne. Alors, je ne les connais pas tous exactement, mais nous avons de mémoire, laissez-moi vous montrer, le noble, nous avons l'alchimiste, nous avons le fermier, le chevalier, celui-là je l'ai complètement oublié, et je crois que nous avons le prêtre juste ici. Alors chacun de ces rôles va pouvoir déclencher un pouvoir particulier lorsque la condition sera rencontrée en cours de partie. Alors ce sera bien important lorsque vous allez déployer ces personnages sur le plateau central de bien sélectionner leur rôle, parce que de ce que je me souvienne, on ne peut pas en cours de partie le changer, à moins que votre pion vous soit retourné dans votre main et que vous deviez dépenser de précieuses ressources à nouveau pour le déployer. Vous pourriez changer son rôle, mais sinon, vous devez assumer les rôles que vous envoyez sur le plateau. Alors, super intéressant comme composante. Évidemment, on a ces composantes-là en plusieurs couleurs, en vert, en bleu, en rouge et en jaune. Chaque joueur va aussi hériter de ces petits cylindres influence qu'il va pouvoir déployer sur le plateau central et qu'il va pouvoir placer sur les différentes guildes que je vais vous montrer dans quelques instants sur le plateau. Je reviens à la nourriture, au soufre, à toutes les ressources. En début de partie, on commence avec un certain nombre de ressources devant nous et tous les autres cubes sont placés dans ce sac. Et certains types de ressources seront déployés sur certaines guildes du plateau. À certains moments, encore une fois, de la partie, nous allons piocher des ressources dans le sac. Nous allons parfois avoir la possibilité de choisir parmi ceux-ci, sinon les cubes seront placés sur le plateau central. On a juste ici le marqueur premier joueur qui sera utilisé pour déterminer le premier joueur. Ben oui, vous avez tout compris maintenant, on est prêt à jouer. Et finalement, dernière composante qui se trouve juste ici, nous avons les jetons préfets, si je ne m'abuse. Et leur utilité m'échappe là, mais je me souviens que chaque joueur commence avec 2 jetons préfets qu'il va pouvoir placer devant lui et utiliser un certain point de la partie. Si je retire tout ça de la boîte, encore des sacs merveilleux, on peut remarquer que le fond de cette insert, qui est en fait simplement un morceau de carton qui a été placé là, ça représente l'endos du paysage de la boîte. Alors, je vous montre tout simplement, c'est simplement une petite attention que je trouvais intéressante. On a ici le monstre vu de dos, l'espèce de voilier sur les vagues, le moulin, les montagnes, tout ça, un château un petit peu plus loin, et ça représente tout simplement l'endos de ce qu'on voit sur le dessus de la boîte. Et voilà pour ce qu'on retrouve dans cette grosse boîte. Maintenant, laissez-moi faire un peu de place et je vous montre l'immensité et la splendeur du plateau central. Voici donc l'étendue du royaume de Feudum. Du moins une partie de l'étendue du royaume, parce que
Comme vous le constatez, le plateau est gigantesque et il manque un peu de plateau par là et encore un peu de plateau par là. Alors en fait, pour vous donner une idée, le plateau mesure 1,06 mètres de long. Alors, pour les Québécois, ça équivaut à 42 pouces, ce qui prend beaucoup de place. Heureusement, chacun des joueurs n'a pas un plateau individuel en plus ajouté autour de la table. Alors, une fois que toutes les composantes sont placées, bon, il y a certaines composantes qui seraient placées également à côté du plateau. Les joueurs vont récolter toutes leurs composantes personnelles, mais sinon, c'est vraiment le plateau qui prend de la place. Et si je veux vous montrer un peu là, qu'est-ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous constatez ici, c'est l'étendue du royaume. On va devoir se déplacer, effectuer plein de choses là-dedans. Et ici, on voit les trois représentants de trois différentes guildes. La guilde des fermiers, des marchands et des alchimistes. Alors, il y a toutes sortes de choses à faire dans chacune de ces guildes. Et de l'autre côté du plateau, on voit, encore une fois, une partie du royaume. La guilde des chevaliers, des nobles et des religieux, des prêtres. En plus de ça, qu'est-ce qu'on voit sur le plateau? Évidemment, on voit une piste de score qui fait le tour de ce dernier. On constate également que j'ai déjà fait une espèce de simili mise en place, je mets des guillemets, et nous avons juste ici les tuiles, je me souviens plus du nom exact de ces tuiles, qui vont nous être utiles en cours de partie. On pourra les utiliser si on réussit à les récupérer. Et c'est également notre chronomètre, si on veut, avant la fin de chaque époque. On a ici un petit marqueur qu'on va avancer d'une époque à l'autre. Je vous disais un peu plus tôt que le jeu se termine à la 5e époque. Et la légende qui suit nous indique lorsque vient le temps de passer d'une époque à l'autre. Alors, on a des tuiles de niveau 1. Lorsque les joueurs vont en récupérer, nous allons dévoiler des tuiles de niveau 2 qu'on ne peut pas récupérer si nous ne sommes pas déjà dans cette époque. Alors, si on est à l'époque numéro 1, on ne peut pas récupérer de tuile numéro 2. Celle-ci va donc rester face visible. Et le petit aide-mémoire ici nous indique que lorsque 4 tuiles numéro 2 sont visibles, à la fin du tour actuel, on procède au décompte qui est associé à l'époque qui se termine, dans ce cas-ci l'époque 1, et on procédera par la suite avec les nouvelles dispositions selon l'époque 2, et on a l'aide-mémoire qui continue comme ça avec les tuiles de niveau 3, de niveau 4 par la suite. Alors là, je veux simplement vous donner un aperçu du jeu. Comme je le disais, là, je veux à la fois faire une présentation du matériel, mais aussi une présentation du jeu en soi. Alors, je peux pas dire que le jeu est simple, au contraire, le jeu est hyper complexe, hyper profond. Mais pour simplement vous donner un aperçu, au début de la partie, à travers plein d'autres phases, les joueurs vont devoir placer l'un de leurs pions à quelque part sur l'un des emplacements de départ. Quels sont-ils? Eh bien, on remarque que certains emplacements, je ne sais pas de votre point de vue, si vous le constatez, on a sous les lieux un petit cercle rosé comme ceci, qui représente les lieux de départ. Alors, les joueurs vont pouvoir sélectionner leur pion, choisir une face aussi qui va représenter le personnage et l'envoyer tout simplement dans ce lieu. Lorsque on fait ça, eh bien, nous allons également placer l'un de nos jetons influence dans la guilde correspondant au personnage qu'on vient de déployer. Ce sera alors le maître de guilde. On a ce pouvoir-là de commencer déjà avec un maître de guilde dans l'une des guildes de notre personnage déployé. Alors, en plaçant ce personnage juste ici, je viendrai placer mon jeton influence sur le petit emplacement ici, maître de guilde non, pas ici du tout, de la guilde des alchimistes. Alors, ça me permettra d'agir dans cette guilde et ce sera alors moi le chef. J'aurai alors une influence qui sera beaucoup plus grande que tous les autres joueurs qui viendront ici, à moins évidemment qu'ils décident de me renverser. On remarque que le joueur rose, juste ici, avait placé un noble. Alors, et là également un jeton influence dans l'emplacement maître de guilde
de la guilde des nobles qui donne encore une fois une variété d'avantages et de rôles, de pouvoirs qui leur sont propres à chacune. Et comme je le disais un peu plus tôt, un tour de jeu est plus ou moins simple. Alors dans sa forme, c'est assez simple. Tous les joueurs récupèrent leurs 11 cartes actions, doivent en sélectionner 4 secrètement. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné leur action, en commençant par le premier joueur, on en sélectionne une qu'on met en jeu et on effectue l'action qui y est illustrée. Alors ça semble simple, mais détrompez-vous, le jeu a une énorme profondeur. Alors c'est possible pour moi par exemple de migrer. Alors l'action m'indique tout simplement que je devrais dépenser un cube nourriture pour placer un nouveau pion, un nouveau personnage sur le jeu. Alors, on commencerait avec évidemment différentes ressources et je pourrais alors décider de déployer, tiens, un noble sur un territoire et par la suite, il y aurait toutes sortes de choses qui en découleraient. Ce serait possible également pour moi d'influencer. Alors, l'influence est très importante, c'est représenté par ces petits jetons. Là, ici, présentement, je les ai tous. On commence la partie avec un nombre qui est très limité et on devra, par l'influence des guildes, en récupérer davantage si on veut prendre possession de plus de territoire et agir, faire plus de choses. Et c'est comme une espèce de boucle sans fin. Alors, l'influence va entre autres nous servir à prendre possession d'un territoire où on se trouve. Alors, en plaçant mon petit jeton influence ici, je viens de déclarer que c'est mon territoire, c'est moi qui en ai le dirigeant. Mais soyez-en certains, ce ne sera pas aussi facile parce que les autres joueurs vont pouvoir se déplacer, venir sur mes terres et placer également avec cette même action l'un de leurs jetons influence. Si par contre ils ne sont pas déjà le dirigeant des lieux, eh bien ce petit serviteur va alors agir en guise de serf. Alors il s'agit de mon serf. Si par contre c'est moi qui viens déposer un autre jeton influence comme ceci, puisque je suis le dirigeant, eh bien, ce jeton supplémentaire qui est déjà de ma couleur représente mon servant. Alors, c'est 3 titres qui sont très différents et importants de faire la distinction entre le dirigeant, le serf et le servant. Alors, il y a toutes sortes de règles autour de ça, mais on ne s'égarera pas trop, sinon on va y passer la nuit. Alors, vraiment, Feudum est un jeu qui offre beaucoup de choses, ne serait-ce que par les actions que vous allez jouer, par les combos, l'ordre dans lequel vous allez les jouer, votre capacité à réagir à ce que les autres font. C'est un jeu qui offre beaucoup et il faut être capable d'en prendre pour se lancer dans cette aventure. Je voulais vous parler aussi d'un élément très important, mais pour ça, je dois changer l'angle de vue, alors je vous reviens dans quelques instants. Un aspect indispensable de Feudum est le déplacement sur la carte. Lorsque vous allez jouer votre carte déplacement, vous allez pouvoir, eh bien oui, vous avez tout compris, vous déplacer vos pions. Il y a certaines restrictions, évidemment, mais celle qui importe le plus est de quelle zone à quelle zone est-ce qu'on peut se déplacer. Alors peut-être que vous croyez voir les zones de déplacement, eh bien détrompez-vous, ce ne sont pas nécessairement les zones qui sont les plus près. Certaines zones communiquent par des routes, comme on le constate juste ici, juste là, jusqu'à un territoire qui est plus haut. Et ici, on voit une petite route qui commence, il y en a une juste ici aussi au coin. Alors ça, c'est un type de déplacement qui est assez simple. On prend son pion et on le déplace jusqu'à l'autre territoire. Et c'est terminé. Par contre, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des îles, il y a également des territoires qui sont inaccessibles par les routes. Alors ces territoires devront, vous devrez vous y rendre en utilisant des moyens de transport. Et c'est là que la guilde des alchimistes entre en jeu. Les alchimistes sont de très bons inventeurs et ils vont vous permettre de mettre la main sur des machines volantes, sur des navires ou sur des sous-marins. Alors, on constate sur le plateau, et là, peut-être que c'est pas très clair pour vous, mais je vous assure que lorsqu'on est face au plateau, c'est beaucoup plus évident que ce que je croyais. On doit tout de même porter une petite attention. On remarque qu'il y a des oiseaux qui partent et qui reviennent d'une destination à l'autre. Ces petits oiseaux blancs
eh bien, on peut les utiliser pour le déplacement si on possède une machine volante. Alors, qu'on aura préalablement acheté aux alchimistes. Alors, lorsqu'on la met en jeu, on peut utiliser notre déplacement pour voyager d'un emplacement à l'autre. Et à partir de maintenant, cette machine volante reste en jeu et peut être utilisée par tous les autres joueurs. Même principe pour certains emplacements qui communiquent par des petites vagues qu'on voit ici en espèce de bleu pâle. En fait, ces vagues peuvent être utilisées si nous utilisons un navire comme ceci. Alors on voit les vagues qui remontent et qui s'en vont un petit peu plus haut là, dans la rivière. Alors je pourrais facilement, justement, grâce aux vagues, me rendre jusqu'à cette zone. Et finalement, encore une fois un peu subtil, nous voyons des petits points blancs ici et là qui montrent ici, ce sont des bulles. Les bulles, eh bien, on peut les emprunter grâce aux sous-marins. Alors, ce sont les courants, les rapides. Certaines destinations ne sont accessibles que par sous-marin ou parfois c'est une espèce de raccourci, on sauve des déplacements en les utilisant. Alors, ce sont les 3 moyens de transport qu'il sera possible de récupérer afin d'explorer davantage. N'allez pas croire que le royaume de Feudum est tranquille et que tous les joueurs vous laisseront paisiblement travailler dans votre coin de pays. Il est fort possible, si vous devenez une grande menace, qu'ils décident de vous attaquer. Alors c'est comme ça qu'ils vont pouvoir prendre possession de vos terres et vous mettre de sérieux bâtons entre les roues. Et c'est là aussi que les monstres vont entrer en jeu. Si vous en possédez déjà un, ceux-ci pourront alors vous aider dans votre attaque ou dans votre défense selon l'endroit où il se trouve. Pour calculer la défense d'un joueur, eh bien, on compte tout simplement qu'est-ce qui s'y trouve par rapport à ce joueur-là. Donc, dans ce cas-ci, on compterait ce qui se trouve pour le joueur rose ainsi que leur valeur, ce qui se trouve dans cet endroit pour le joueur bleu ainsi que leur valeur. Et la seule façon de vous défendre davantage serait en utilisant la carte de défense pour contrecarrer les plans de l'attaquant s'il n'avait pas prévu que vous joueriez cette carte. Alors, il faut toujours être sur ses gardes parce que les autres sont de vils profiteurs, ne l'oubliez jamais. Ben oui, c'est ça. Je t'ai juste expliqué comme une page du livret de règles, puis je saigne déjà du nez. Là. Alors voilà pour Feudum. Je faisais des blagues sur le fait de moi qui saignait du nez après quelques explications, un survol des règles. Mais c'est un jeu, ne nous le cachons pas, qui est lourd, qui a une tonne de règles à garder en tête et qui va probablement souffrir de quelques erreurs lors des premières parties. Je dis des premières parties parce que probablement que il y aura des erreurs qui seront répétées lors de la deuxième, peut-être même lors de la troisième partie. Ce sont des choses qui arrivent et j'avais à cœur de vous présenter sommairement ce jeu parce que j'ai la conviction que c'est un jeu qui propose toute une expérience qui semble riche, qui semble profond et beau aussi, je le trouve magnifique, je le trouve tellement beau de par son style. C'est charmant, c'est charmant. Il ne faut pas se laisser charmer par le style du jeu. Il faut savoir qu'est-ce que réserve ce jeu-là aussi. Alors, si vous avez eu la chance, l'opportunité d'y jouer déjà, je vous invite à me faire part de votre appréciation personnelle parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le net présentement. Dans les commentaires de la vidéo, ça va me faire plaisir de les lire, de vous répondre aussi, de jaser un peu avec vous. Si vous avez des commentaires ou des questions sur ce que je vous ai présenté, même chose, envoyez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire si ça vous intéresse et à nous suivre, pourquoi pas, sur Facebook et Instagram également. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.